Bonjour, je m'appelle Irène Landau, je suis coach, psychothérapeute, je dirige le centre de la guérison psychosomatique à Jérusalem. Alors j'ai tourné il y a plusieurs années une vidéo qui s'appelait la déprogrammation des maladies. Et depuis, je n'ai pas eu l'occasion d'en retourner, mais justement, cette vidéo est faite justement pour reparler de ce sujet qui a été un sujet qui a eu un grand succès, parce que j'ai été contactée à la suite de cette vidéo sur la déprogrammation des maladies par énormément de personnes qui voulaient en savoir plus, qui voulaient comprendre de quoi il s'agissait, et surtout par des patients, par des personnes qui étaient en souffrance et qui demandaient de l'aide. Alors, il faut comprendre qu'effectivement, c'est un domaine, la maladie, où il y a beaucoup de personnes qui ont énormément besoin d'être aidées. Alors, beaucoup de gens m'ont demandé en quoi consiste la déprogrammation des maladies. Alors, de toute façon, il faut comprendre une chose, c'est que quand une personne reçoit un diagnostic qui est malheureusement souvent aussi un pronostic, cette personne se retrouve souvent seule. Je ne parle pas de l'entourage familial qui est souvent à côté, mais impuissant. Les parents, les enfants, la famille, les amis, chacun se retrouve impuissant face à ce drame qu'est la maladie. Donc, si vous voulez, il est très important à ce moment-là de trouver un soutien. Et pas n'importe quel soutien, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui vont voir des psychologues, et souvent, je leur explique que moi, ce n'est pas bien que ce soit ma formation initiale. Aujourd'hui, je travaille essentiellement avec l'accompagnement des malades, c'est-à-dire, quel qu'il soit, quel que soit le stade de leur maladie, je travaille sur ce que j'appelle la déprogrammation. Bon, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, bien que chacun ait ses techniques et chacun a sa puissance, sa force à mettre au service de la personne en souffrance. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette solitude de la maladie, elle est absolument terrible. Le malade est toujours très seul. Et je parle de psychologue parce que je dis que souvent, effectivement, les personnes vont parler à un psychologue, pas toujours malheureusement, mais la psychologie, bien sûr, peut les aider. Mais si vous voulez, mon travail est beaucoup plus pointu, puisque je travaille essentiellement sur la déprogrammation, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de psychologie générale, il ne s'agit pas de psychanalyse, mais il s'agit de travailler d'une manière très pointue sur les conflits qui ont amené la maladie. Alors, il faut comprendre ce que c'est la maladie. La maladie, si vous voulez, c'est toujours, une personne tombe malade quand elle est en surstress. Alors, pourquoi en surstress? C'est-à-dire, elle n'est plus alignée avec elle-même. Comme le dit le docteur Bach, le génial inventeur des fleurs de Bach, celui qui les a trouvées et mises au point, il explique bien dans ses livres qu'il y a maladie lorsqu'il y a, un hiatus entre le corps, l'âme et l'esprit. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que la personne n'est plus alignée avec elle-même. Alors, soit ce sont des chocs qui arrivent dans sa vie, soit ce sont toutes sortes de contrariétés, soit ce sont toutes sortes d'événements de la vie qui la heurtent, soit ce sont des efforts que la personne fait toujours pour être à la hauteur, pour être bien vue, pour être aimée des autres, mais en réalité, elle se retrouve en porte-à-faux avec elle-même. Pourquoi ? Parce qu'elle fait énormément de choses pour être aimée, donc pour être appréciée de tout le monde. Et souvent, malheureusement, il arrive qu'elle s'éloigne de sa ligne de vie et des choses qu'elle a besoin de faire et d'être. C'est-à-dire, elle n'est plus en accord avec sa personnalité profonde, avec son âme, avec les désirs de son âme.
Par exemple, elle est obligée de travailler dans un travail qui ne lui convient pas, qui ne lui plaît pas. Ou alors, elle est obligée d'obéir, effectivement, à un mari qui est parfois autoritaire, ou à des enfants qui sont très forts ou très faibles. Mais la personne, disons, est obligée de donner le maximum, et en fait, alors qu'elle n'a pas cette force. Donc elle est obligée, si vous voulez, de rentrer forcément dans un surstress et d'être dévorée, si j'ose dire, par les gens, les choses et tout ce qui se passe autour d'elle. Alors il faut comprendre justement que c'est là que la maladie s'installe, malheureusement, parce que la personne n'est plus en accord avec elle-même. Alors on va voir comment il faut faire pour arriver à guérir, si vous voulez. Alors, il faut comprendre que depuis la dernière vidéo, qui a été tournée en 2012, celle que vous voyez sous le nom Déprogrammation des maladies sur YouTube, il s'est passé 6 ans, puisque nous sommes presque à la fin de l'année 2018, et pendant ces 6 ans, j'ai reçu des centaines et des centaines de patients. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, avec l'outil YouTube et Internet, nous vivons une ère absolument merveilleuse. Pourquoi? Parce qu'autrefois, il aurait été impossible à ces personnes de me contacter, par exemple. C'était une chose impossible. Aujourd'hui, c'est une telle ouverture sur le monde que j'ai été contactée par des gens, je ne veux pas dire du monde entier, mais de tous les pays possibles et imaginables. Surtout des francophones, bien entendu, et que j'ai pu aider, Dieu merci, énormément de personnes sur le chemin de la maladie. Alors il y a des personnes que j'ai accompagnées depuis le début, depuis le diagnostic, et c'est vrai que c'est souvent plus facile, et j'ai accompagné des personnes dans une maladie beaucoup plus avancée pour l'aider à essayer de s'en sortir. Alors j'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « La mise en scène de la maladie et des symptômes » que je vous montrerai plus tard, je l'ai mis de côté. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La mise en scène de la maladie et des symptômes », 118 histoires thérapeutiques que vous pouvez, qui sont destinées, si vous voulez, à vous faire des prises de conscience et à vous amener sur le chemin de la guérison. Parce qu'en décrivant ces cas qui ont l'air d'être des cas de maladie, mais quand on rentre en profondeur, on s'aperçoit comment la personne est rentrée en maladie, comment sa dépression ou son angoisse s'est muée en maladie, comment ses symptômes sont devenus graves, plus graves, et il faut comprendre dans la maladie, et on le sait aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau, qu'il y a toujours, la maladie n'arrive jamais par hasard, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, elle arrive toujours d'une manière très précise. Ça veut dire toute maladie a un sens. Il n'y a pas de maladie qui n'ait pas de sens et qui ne se pose pas exactement sur des ressentis émotionnels qu'il avait appelés. Il faut comprendre que la maladie est une mise en scène, comme je l'explique dans mon livre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que dans l'histoire d'une maladie, c'est comme une pièce de théâtre, si vous voulez. Il y a un décor, il y a des personnages, il y a autour du malade des personnages, il y a le malade lui-même qui tombe malade justement parce que la pièce de théâtre a un problème, il y a un jeu qui est mal fait, et donc la personne n'arrive plus à gérer, si vous voulez, ce qui se passe autour d'elle dans sa vie. Donc je montre à quel point la mise en scène qui a été faite a amené à cette maladie et comment il est possible évidemment d'en sortir et d'aller mieux. Parce que le but de la déprogrammation évidemment est d'aller mieux et d'arriver à comprendre comment faire pour aller mieux. Alors comme je vous disais, le malade est souvent dans une solitude, quand je dis souvent, c'est plutôt toujours, dans une solitude épouvantable. Et donc, mon travail consiste toujours déjà à l'aider à sortir de cette solitude, ce qui est essentiel, c'est très important. Alors, pourquoi j'explique ça?
Parce que justement, à partir du moment où la personne a un diagnostic, qui est souvent ou parfois un pronostic, parce que quand on dit à la personne qu'elle a une maladie grave, il faut savoir que cela fait baisser immédiatement les défenses immunitaires de la personne. Par exemple, si on vous dit que vous avez une angine, vos défenses immunitaires ne vont pas baisser. Vous savez que vous allez prendre un antibiotique et que dans quelques jours, vous allez aller mieux. Mais quand on fait un diagnostic, de maladie grave, ça devient tout de suite angoissant et très angoissant. Donc automatiquement, la personne rentre dans une tristesse, dans une panique, dans une angoisse, et elle n'est plus elle-même. Ses défenses immunitaires baissent, son angoisse est énorme, sa panique est gigantesque, elle se voit déjà partir alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, il faut comprendre une chose. Les médecins, aujourd'hui, loin de moi de critiquer la médecine, parce que depuis une centaine d'années, la médecine a fait des progrès absolument gigantesques. C'est incroyable à quel point la médecine s'est développée. Seulement, la médecine aujourd'hui, il faut comprendre ce que c'est. C'est une technologie, c'est une technique. Et les médecins ont été formés de façon de plus en plus pointue, si vous voulez, de manière de plus en plus pointue, pour être effectivement des technologues, des gens qui travaillent avec la science, avec les nouvelles sciences, avec l'imagerie médicale, avec les nouvelles techniques de pointe, et qui sont là pour aider au niveau du corps. Or, comme on le sait, l'homme n'est pas simplement un corps, c'est aussi une âme. Et sans âme, évidemment, il n'y a pas de vie. Donc le problème, si vous voulez, des personnes qui s'adressent à la médecine, elles sont souvent affolées, et j'ai beaucoup de patients qui me disent « mais comment se fait-il qu'il n'y a pas spécialement d'empathie ?» On me dit « voilà, vous avez telle maladie ». Par exemple, j'ai aidé beaucoup de personnes qui ont un cancer du sein, de femmes avec un cancer du sein, et elles me disaient « mais vous ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce que ça signifie ?» Quand on m'a déclaré, on m'a annoncé la nouvelle, on m'a envoyé un choc de 1000 kilos sur la tête, on m'a annoncé ça, et on m'a dit tout de suite, on m'a donné une feuille, et on m'a dit voilà, vous avez rendez-vous dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, et vous allez faire le protocole suivant, vous allez aller à telle adresse, et voilà. Alors les personnes étaient dans un choc terrible, elles me disaient mais comment c'est possible ? Personne ne m'a dit un mot gentil, personne ne s'est occupé de moi, on m'a envoyé directement faire des soins, des opérations, une opération ou des rayons ou de la chimio, enfin selon les cas, mais personne ne m'a entourée. Il existe effectivement quand même des hôpitaux où on dit écoutez, si vous voulez, allez voir une psychologue, mais les psychologues ne sont pas toujours formés au décodage ni à la déprogrammation des maladies. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe une grille entière de déprogrammation des maladies. C'est-à-dire, on connaît les conflits de vie qui amènent aux maladies. Par exemple, le cancer du sein, on sait très bien qu'il s'agit aujourd'hui d'un problème de nid familial. Et il faut savoir aussi que selon que la maladie est au sein gauche ou au sein droit, le conflit n'est pas le même. Donc, vous voyez qu'il y a des choses très pointues qu'il faut savoir. Alors, c'est très bien d'aller voir un psychologue, je ne dis pas le contraire, c'est toujours très bien. C'est même excellent d'aller raconter ses ressentis, c'est très bien. Mais il y a des fois, il faut s'entourer de personnes qui ont une connaissance beaucoup plus aiguisée, beaucoup plus pointue de la maladie. Alors, ce qu'il faut comprendre donc, c'est que la médecine aujourd'hui est une technique qui travaille d'une manière extraordinaire sur le corps. Mais il manque l'aspect de travail au niveau de l'âme. Et si vous voulez, c'est ça le problème. C'est que la personne, le malade, n'est pas forcément pris en charge au niveau de l'origine de sa maladie, qui est une origine de l'âme, une origine spirituelle,
une origine émotionnelle. Et c'est là que s'inscrit mon travail, c'est que je prends en charge le malade du point de vue émotionnel, du point de vue de ses ressentis. Et mon premier travail dans tous les cas est de le faire sortir de l'angoisse, de la peur de la mort, de la panique, de l'affolement dans lequel l'a mis l'annonce de sa maladie, le diagnostic. On raconte toujours en thérapie que même les animaux qui ont des maladies ne sont pas comme les êtres humains, parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle aujourd'hui, après le conflit de la blouse blanche, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas affolés par un diagnostic. Même quand les animaux sont malades, ils se mettent dans un coin, ils dorment, ils mangent, ils se reposent, ils attendent. Ils ne sont pas affolés par l'imagerie médicale, ils ne sont pas affolés par le diagnostic qui est un pronostic, et bien souvent, lorsque la maladie n'est pas trop avancée, les animaux guérissent. Alors c'est quand même assez extraordinaire de comprendre ça, parce qu'il faut savoir que la peur, la panique, l'angoisse sont des émotions très nocives et qui font vraiment monter dans le corps, non seulement ce ne sont pas uniquement des ressentis, mais ils font, disons, monter les mauvais, j'allais dire les mauvaises ondes dans le corps, mais aussi les mauvaises cellules et les choses très négatives dans le corps. Je ne veux pas rentrer dans les détails là, donc c'est assez général ce que je vous explique. Mais avoir des pensées négatives, c'est toujours terriblement mauvais pour le corps. Donc, si vous voulez, le travail de déprogrammation des maladies est toujours un travail de soutien, d'encouragement et de compréhension. Alors, il faut comprendre que le travail principal de déprogrammation consiste à réaligner la personne qui a eu des émotions négatives et à faire qu'elle se sente mieux. Alors, il faut savoir que tous les conflits de vie ne rendent pas malade, c'est vrai, et nous avons tous des conflits. Je pense qu'il n'y a pas une journée ou une semaine sans qu'on n'ait pas certains conflits. Des conflits avec le mari, des conflits avec des enfants, avec des parents, avec des grands-parents, avec un patron, avec vous savez mieux que moi quels sont les conflits. Et parfois ce sont des conflits d'une finesse absolument incroyable. Et il faut comprendre que ces conflits atteignent les gens à tous les âges. Parfois on voit des bébés ou des enfants qui sont malades et on ne comprend pas. On dit mais comment se fait-il qu'un petit bébé qui a 6 mois ou un enfant qui a 2 ans ou 3 ans, comment se fait-il qu'il est tombé malade d'une grave maladie? Alors il faut comprendre que ce n'est pas par hasard là non plus. C'est toujours le conflit des parents qui se répercute au niveau des enfants. C'est-à-dire les enfants sont toujours des émetteurs, récepteurs, comme je le dis souvent dans mes conférences. Les enfants sont toujours des émetteurs, récepteurs. Ça signifie qu'ils sont comme des éponges, ils absorbent le conflit des parents. Et souvent, je vois des enfants, par exemple, je travaille souvent avec les parents, je vois des enfants qui déclenchent par exemple un diabète juvénile ou toutes sortes de symptômes qui sont toujours en rapport, si vous voulez, avec des conflits parentaux. Donc je travaille essentiellement sur les parents dans ces cas-là. Alors les conflits de vie sont multiples et variés. Et souvent, ils sont très fins. Et souvent, il faut comprendre, alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais moi, je sais pourquoi je suis malade. Alors, il m'est arrivé ça et ça. » Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il arrive à tout le monde des tas de choses, mais souvent, ce n'est pas forcément ça qui enclenche la maladie. C'est le ressenti d'une manière très particulière qui a eu lieu à ce moment-là. Et souvent, les gens me disent « Oui, je me suis disputée avec ma belle-mère et je suis tombée malade. » C'est possible.
Mais il faut savoir que la plupart des ressentis conflictuels sont inconscients. Donc c'est vrai que cette personne, par exemple, s'est disputée avec sa belle-mère et après elle a eu certains symptômes, mais il faut savoir que inconsciemment, elle a mis en place, comme je disais, une mise en scène et ce n'est pas toujours ce qu'on imagine. Alors, par exemple, je vais vous donner un cas, le cas d'une hypothyroïdie. Une hypothyroïdie. Alors, c'est une personne d'une quarantaine d'années qui déclenche une hypothyroïdie à la suite du mariage de son fils qui a 20 ans. Donc, évidemment, cette personne s'est beaucoup dépensée pour le mariage, elle a préparé des repas, elle a fait énormément de choses, elle a fait des invitations, elle a été faire des tonnes d'achats, elle a fait énormément de choses. Et après le mariage, elle se sent épuisée et quand elle va faire des prises de sang, on s'aperçoit qu'elle a une hypothyroïdie. Alors elle se dit, bah oui, c'est le choc du mariage de mon fils, après tout il est jeune, et donc il me semble que c'est ça qui a été le déclencheur, je me suis trop fatiguée. Tout ça c'est vrai. Mais quand on regarde dans la vie de cette personne, de cette malade, on s'aperçoit que cette malade a déjà eu des problèmes de séparation dans son enfance. Ses parents ont divorcé, donc elle a déjà été séparée. Après, elle a été séparée de ses frères et sœurs, donc elle a eu encore un problème de séparation. Ensuite, son fils est parti très jeune dans un internat, et il avait 14 ans, donc c'était encore une grande séparation parce qu'elle adorait son fils. Et finalement, si vous voulez, alors ça, elle ne s'en est pas rendue compte, c'est moi qui lui ai soulevé tous ces problèmes-là, mais quand son fils s'est marié à l'âge de 20 ans, alors qu'il était déjà dans un internat depuis des années, ça a été, si vous voulez, ce qu'on appelle la goutte qui fait déborder le vase. Donc à ce moment-là, elle est tombée malade de l'hypothyroïdie parce que c'était un conflit énorme de séparation. Mais ce conflit ne venait pas justement du mariage. Ça veut dire qu'il avait déjà existé auparavant, bien longtemps auparavant, dans la vie de cette personne. Donc vous voyez, quand elle m'a dit « moi je sais pourquoi je suis malade, le mariage de mon fils, la séparation, ça a été un grand choc », je dis « oui, c'est vrai ». Mais il s'est passé autrefois d'autres choses, et ça il fallait rechercher dans la vie de la personne tous ses ressentis et comprendre ce qui se passe. Alors dans mon livre, dans le livre « La mise en scène de la maladie et des symptômes », je raconte que dans ma jeunesse, dans mon enfance, je rêvais d'être archéologue. Alors c'était un très beau rêve, je rêvais d'aller en Égypte et de déterrer des trésors enfouis depuis des centaines et des milliers d'années. Et aujourd'hui, je m'amuse, si on peut dire, à déterrer des ressentis émotionnels très profonds, souvent très profonds, afin de comprendre le sens de la maladie que la personne exprime. Et je peux vous dire que c'est un travail très minutieux et très profond, et souvent on exhume des choses incroyables. Ce sont souvent des trésors, j'ose dire que ce sont des trésors encore plus précieux que les trésors qui se trouvaient dans les tombes des pharaons en Égypte. Parce qu'il faut voir, il faut entendre des exclamations des personnes quand on trouve un ressenti, quand on comprend ce qui s'est passé dans sa vie et qu'on lui explique et qu'on l'aide à sortir de là, à prendre conscience, parce que la prise de conscience est essentielle, même si elle ne guérit pas forcément toujours, parce qu'après il faut poser d'autres actes et arriver à faire quelque chose de cette vie qui est, comment dire, déchirée souvent. Donc, les prises de conscience sont toujours des trésors merveilleux. Alors, évidemment, vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on guérit? Alors déjà, le malade qui se sent compris, entouré, le malade qui travaille sur sa maladie, qui comprend comment elle est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, souvent, très souvent, ressent déjà un soulagement.
Alors ça, c'est très clair et je le vois tous les jours, je m'en rends compte tous les jours. Alors, on dit souvent, c'est pas moi qui l'ai inventé, que pour guérir, il faut poser des actes. Alors, comme je disais au début de cette vidéo, au départ de la maladie, il y a souvent des contrariétés énormes, mais qui passent inaperçues. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à avaler les choses. Alors je pense par exemple à certains cas, je vais vous donner quelques exemples, des choses qu'on rentre à l'intérieur, qu'on n'exprime pas, parce que la maladie, elle s'installe toujours quand on est dans le silence, qu'on ne parle pas, qu'on n'exprime pas et qu'on prend sur soi. Alors ça, c'est une expression qui revient très souvent. Vous savez, j'ai eu telle histoire, tel cas, mais j'ai pris sur moi. Je n'en ai parlé à personne. Je l'ai enfoui au plus profond. Et voilà. Par exemple, je vais vous raconter le cas d'une personne, d'une femme, qui m'a contactée, qui avait 70 ans. Et elle voulait savoir pourquoi elle avait eu des cancers du sein. Alors, ce qui était très intéressant, enfin, si on peut dire, elle m'a dit, je ne comprends pas, je voudrais comprendre par rapport à votre pratique, pourquoi j'ai eu 2 cancers. Alors, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Cette femme, elle était mariée avec un Américain et elle vivait à Paris. Elle l'avait rencontré quand elle avait une vingtaine d'années et elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Jusque-là, tout allait bien. Elle avait une vie fantastique, tout était merveilleux. Et puis, un beau jour, son mari, qui était dans la recherche médicale très pointue, a décidé d'aller ouvrir une entreprise aux États-Unis. Pour lui, c'était évident, puisqu'il était américain, donc il parlait parfaitement l'anglais, évidemment, et il sentait que c'était à Los Angeles qu'il devait aller s'installer pour ouvrir cette société. Alors il lui a exposé ce projet et ma patiente, qui s'appelait Maria, a été très choquée parce qu'elle lui a dit « Mais comment se fait-il? Tu vas aller t'installer là-bas ?» Mais moi, elle avait un problème, elle ne parlait pas l'anglais. Elle le parlait très peu, elle le bafouillait, mais un minimum. Alors elle a dit « Comment c'est possible? Moi, je veux continuer à vivre à Paris. » Mais son mari avait cette idée en tête, il savait qu'il allait réussir très bien à Los Angeles, donc il a décidé de partir quand même. En laissant sa femme donc et ses 2 enfants qui étaient déjà grands, puisqu'elle avait un fils de 25 ans environ et une fille de 20 ans. Et donc il est parti, il a ouvert son entreprise et elle est restée à Paris au milieu de sa famille et de ses enfants. Et au bout d'un certain temps, son fils a décidé de rejoindre le père à Los Angeles. Il est parti faire ses études et donc cette femme s'est retrouvée un petit peu tronquée d'une partie de sa famille. Alors c'est là qu'elle a déclenché le premier cancer du sein. Parce que le cancer du sein, si vous voulez, c'est toujours un ressenti d'arrachement de la famille qui s'arrache au sein. Alors le premier a été un arrachement de son mari, ensuite donc son fils est parti, et cerise sur le gâteau, sa fille a décidé d'aller rejoindre son père et son frère aux États-Unis à Los Angeles. Alors imaginez le choc de cette femme. Elle était bien en France, elle adorait vivre à Paris, elle avait toute sa famille, elle avait tous ses amis, elle avait tout le monde autour, et soudain, voilà toute sa famille qui émigre aux États-Unis. C'était un choc énorme. Donc après avoir eu, alors au bout d'un certain temps, elle a été obligée, elle s'est sentie obligée de rejoindre son mari à Los Angeles, donc elle allait pour quelques mois, mais là-bas elle se sentait mal à l'aise, alors elle repartait en France, et elle faisait des allers-retours, mais évidemment ce sont des grands voyages, et ce n'était pas évident du tout. Alors premièrement, elle a eu un cancer du sein droit en rapport avec le départ de son mari, qui s'était arraché à son sein. Et ensuite, elle a fabriqué un cancer du sein gauche en rapport avec le départ de ses enfants, qui l'avaient laissé finalement seul à Paris.
et qui n'avaient pas le choix quelque part. Ils ont dit on va aller faire nos études en anglais aux États-Unis, c'est beaucoup plus porteur. En France, il n'y a pas d'avenir pour nous. Enfin, ils ont senti l'appel de l'Amérique, on va dire. La ruée vers l'or. Et donc, ils sont partis là-bas, et elle est restée comme ça. Et donc, quand elle m'a contactée, elle était déjà guérie pratiquement de ses cancers. Mais elle voulait savoir pourquoi elle les avait déclenchés. Donc, on a travaillé avec elle, à lui expliquer qu'est-ce qui s'était passé, comment et pourquoi. Et elle était très intéressée de comprendre la genèse de sa maladie. Et elle continuait à être sous traitement, à prendre certains médicaments, mais elle était déjà guérie, heureusement. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un autre cas qui a été très important aussi, qui a été très spécifique et très choquant. C'est le cas d'une femme qui a aussi un certain âge, qui a 75 ans, et qui a aussi eu une maladie, aussi un cancer. Et le médecin, pour vérifier son état, lui a dit d'aller faire un scanner de plusieurs parties du corps, et en particulier de son foie. Donc elle a été faire ce scanner du foie, et je voulais vous montrer à quel point l'imagerie médicale est parfois dangereuse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on détecte énormément de choses qu'on n'aurait pas détectées peut-être autrefois, sûrement pas. On parle aujourd'hui de détection exagérée. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de femmes, par exemple, je parle aujourd'hui beaucoup du cancer du sein, mais c'est un sujet auquel j'aimerais consacrer aussi une émission spécifique. Et on dit aujourd'hui que cette détection des mammographies, et on le sait, il y a des cancérologues sur YouTube qui expliquent justement à quel point cette détection, elle est exagérée, parce que souvent des femmes qui n'ont une toute petite malformation, qui serait passée inaperçue, se retrouvent être malades et se retrouvent à faire parfois des opérations ou des rayons ou des choses qui n'auraient pas eu lieu, parce que justement il faut savoir que cette maladie est, comment dire, si vous voulez, quand il y a un conflit ou un choc, il peut se développer un tout petit cancer, mais une fois que le conflit est résolu, imaginez que le conflit soit résolu, à ce moment-là, la personne, la femme, va mieux, et cette maladie disparaît toute seule. Ça arrive très souvent. Mais à partir du moment où elle est détectée, où on la transforme en malade, alors effectivement, elle n'a plus le choix, elle devient une malade qu'il faut soigner, traiter, etc. Donc ça existe, et l'imagerie médicale, donc avec cette patiente, a fait des ravages. Pourquoi? Parce que quand elle est allée faire cette image du foie, elle allait bien par ailleurs, c'était déjà une vieille maladie qui était guérie, qu'elle avait eue. Tout d'un coup, le médecin a remarqué que sur son foie, il y avait des grosses taches, et c'était un foie qui n'était pas beau. Il faut dire qu'elle avait pris énormément de médicaments pour sa maladie, et donc elle avait été soignée, traitée, elle avait fait des rayons, elle avait fait de la chimio, elle avait fait beaucoup de choses. Donc peut-être qu'il était assez normal que son foie soit dans un état pas très joli, on va dire. Et cette patiente a eu la mauvaise idée, très mauvaise idée, de poser une question à son médecin, qui était comme je dis, plutôt indifférent pratiquement à son cas. Et elle lui a dit, docteur, combien de temps me reste-t-il à vivre par rapport à cette image que vous voyez de mon foie? Et le médecin, c'était un jeune médecin d'une quarantaine d'années, bon, qui n'était pas trop affolé par ce qu'il allait dire. Il lui a dit, madame, je pense qu'il vous reste entre 2 et 6 mois. Et alors là, cette patiente, elle a pris aussi, là encore, un coup énorme sur la tête. Elle est sortie de là complètement affolée, et elle m'a contactée et elle m'a dit ça. Je lui ai dit, est-ce que vous avez des signes spécifiques d'une maladie du foie? Elle m'a dit non, pas du tout. Je lui ai posé plein de questions. Non, elle m'a dit non, je n'ai pas de signes particuliers. Mais est-ce que vous croyez que... Alors je lui ai dit, mais alors je pense que ça va, c'est pas grave. Si vous n'aviez pas fait
ce scanner, vous ne sauriez même pas qui a l'état de votre foie. Et alors, elle était dans un tel état de peur et d'affolement, elle était sûre que le pronostic qu'on lui avait donné était vrai. Ça veut dire qu'elle était 100% sûre que c'était la fin pour elle parce qu'il y avait eu cette imagerie médicale. Entre parenthèses, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai lu beaucoup d'articles qui concernent d'Afka l'imagerie médicale et où des médecins s'interrogent en se disant, souvent, pas toujours, mais il y a des cas qui ne correspondent pas du tout à l'imagerie médicale. Ça veut dire des gens qui sont en bonne santé alors que l'imagerie médicale, les scanners, les radios, etc., montrent des choses qui ne sont pas forcément encourageantes. Donc cette patiente, elle avait 75 ans et elle a pris ça au pied de la lettre. Ça veut dire, elle était, à partir du moment où on lui a dit ça, elle était dans une panique absolument affolante. Et j'ai passé 2 mois à l'encourager. Elle me disait, mais vous êtes sûr que ça va aller? Mais je lui disais, écoutez, vous n'avez pas de signe spécifique, elle ne sentait rien de particulier au niveau du foie, vous n'avez pas de signe spécifique, donc je pense que ça va aller. Elle me téléphonait très souvent pour me demander, est-ce que vous êtes sûr que ça va aller? Mais je lui ai dit, mais écoutez, a priori, vous n'avez rien senti à ce niveau-là. Non, j'ai rien senti. Et figurez-vous, une histoire vraiment incroyable qui m'a beaucoup touchée, qu'au bout de 2 mois, précisément 2 mois, cette patiente est morte de peur. Ce que moi j'appelle morte de peur. Elle a une artère qui s'est bouchée et ça a provoqué sa mort. Pour vous dire à quel point les pronostics sont dangereux, à quel point les diagnostics sont effrayants et à quel point ils peuvent, disons, influencer négativement une personne. Alors maintenant, vous allez me dire, vous parlez de la déprogrammation, mais alors comment est-ce qu'on guérit de tout ça? Comment est-ce qu'on peut sortir de la maladie? Alors, la première chose que je dirais, c'est déjà descendre de la panique, descendre de la peur et se réaligner avec soi-même et ressentir que tout va bien et que tout va aller bien. Alors ce n'est pas seulement quelque chose de... ce n'est pas un rêve. Par exemple, je raconte dans mon livre l'histoire d'un homme qui avait déjà 65 ans dans les années 60, qui est arrivé du Maroc. C'était un ouvrier traditionnel, un petit artisan du Maroc. Il est arrivé à Paris et évidemment la transplantation a été extrêmement difficile. Cet homme a commencé à se sentir mal, comme énormément de gens qui sont tombés malades quand ils sont revenus du Moyen-Orient pour s'installer en France. Ils ne connaissaient pas le froid, ils ne connaissaient pas la pluie, enfin pas comme il y a en France. Et pour eux, c'était un choc énorme de se trouver dans une autre société complètement différente et beaucoup de gens sont tombés malades. Alors ce petit artisan traditionnel se sentait mal, alors il est allé voir son médecin et son médecin lui a dit « Monsieur, vous avez un cancer, il faut tout de suite aller vous soigner. » Mais comme c'était un homme très simple, il ne s'est pas du tout affolé et il a continué à vivre son petit train-train comme si de rien n'était. Et l'histoire raconte qu'il a vécu encore une quinzaine d'années, jusqu'à un âge déjà assez avancé, alors qu'il n'avait fait aucun traitement. Il n'a pas cru les médecins en fait. Il a dit non, mais c'est pas grave, même si j'ai ça, ça va passer, c'est pas... Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller se soigner, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller faire des diagnostics qui sont très importants, mais il faut toujours relativiser. Ça veut dire qu'il ne faut pas rentrer dans un état d'affolement qui est plus nocif encore que la maladie elle-même. Il faut savoir que par exemple la peur de la mort provoque une maladie qui est le cancer du poumon. Alors souvent malheureusement, quand une personne a déjà une maladie dans un lieu, une localisation de son corps et qu'elle est entièrement affolée, paniquée, angoissée, souvent elle enclenche une deuxième maladie qui peut être effectivement celle-là. Alors tout ça est encourageant et n'est pas encourageant, il y a les deux côtés, parce que le principal dans tous les cas est de ne pas rentrer dans la panique et de ne pas s'affoler.
Alors, comment guérir de tout ça? Comment en sortir? Eh bien, il est très important d'arriver, quand on déprogramme une maladie, à arriver à rendre à la personne sa joie de vivre, son bonheur, de la sortir de cette grotte où elle est rentrée avec la maladie. D'ailleurs, il y a un grand kabbaliste qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev qui disait que toute maladie procède de la tristesse et toute guérison procède de la joie. Il a vécu il y a 200 ans et il y a encore beaucoup de médecins dans l'Antiquité qui ont exprimé ça. Pourquoi? Parce que dès qu'on rentre dans la tristesse, dans la panique, dans l'angoisse et dans la peur, c'est tout de suite une voix qui est une voix négative, on le sait. Donc, comment faire pour inverser le travail? C'est tout le problème. Souvent, je dis à mes patients qu'ils doivent se faire plaisir, qu'ils doivent trouver ce dont ils ont envie dans la vie, ce qui leur a manqué, parce qu'ils se sont contraints, ils ont fait des choses qui sont contre leur nature, ils ont travaillé dur, ils ont rentré à l'intérieur leur ressenti négatif, ils n'en ont pas parlé, etc. Donc inconsciemment, ils sont rentrés dans un tunnel qui s'appelle la maladie. Donc souvent, pour aider les gens à s'en sortir, il faut déjà les remettre au niveau, j'allais dire au niveau zéro, de la santé, c'est-à-dire la sérénité. Parce que la santé, c'est la sérénité. Donc quelqu'un qui est serein, quelqu'un qui retrouve sa sérénité, et c'est tout le travail du thérapeute, j'utilise une dizaine d'outils thérapeutiques en plus de la déprogrammation, et quelqu'un qui est serein, c'est quelqu'un qui est en bonne santé, parce que la sérénité, c'est la santé. Alors je voulais quand même vous montrer mon livre qui est juste là à côté, avant de vous quitter. Voilà. Il devait être sur mon bureau, mais je l'ai oublié. Il s'appelle tout simplement « La mise en scène de la maladie et des symptômes ». Vous pouvez le trouver très facilement sur Amazon ou sur les sites français d'achat des livres. Et donc, voilà, alors je raconte là-dedans 118 cas de maladies et de malades et de façon de rentrer en maladie et d'en sortir, si ça vous intéresse de le lire. Alors, vous allez me dire, ok, tout ça c'est bien beau, alors comment est-ce que je vais me sortir de là pour retrouver la sérénité alors qu'on a fait un diagnostic négatif? Alors ce que je voulais dire, c'est que pour retrouver la sérénité et la santé, la première étape est de se faire plaisir, d'essayer de comprendre ce dont on a besoin, d'essayer de réaliser ce qui nous manque dans la vie, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous a angoissés, perturbés, fait du mal, essayer d'inverser la vapeur. Ce n'est pas toujours facile. Je vois des cas toutes sortes de cas de personnes qui, pour comprendre à quel point qui ont vécu des drames, si vous voulez, et pour essayer de comprendre de quoi ils ont envie, quelle est si vous voulez, ce qui pèse sur eux et qui les empêche de vivre leur vie normalement, c'est ça le travail qu'on fait avec eux aussi. Donc à partir du moment où ils ont pris conscience de ça, ils peuvent faire un travail de libération que nous faisons ensemble, un travail de libération, un travail de compréhension, et aussi un travail de libération pour faire qu'ils retrouvent la sérénité, la joie. Et je peux vous dire que c'est incroyable de voir à quel point des gens qui retrouvent la joie et la sérénité sont déjà très souvent déjà sur la bonne voie pour sortir de leur maladie. Bonsoir et à bientôt.